Bienvenue à la Villa Arson pour ce colloque, colloque international. Ça fait peu de temps que je suis arrivé à la Villa Arson et ça fait peu de temps qu'on s'est rencontrés à Paris avec Raphaël Cuir, qui venait d'être élu président de l'AICA France. Et j'avais depuis pas mal de temps un certain nombre de questions autour de la place de la critique d'art dans un établissement d'enseignement supérieur. Il m'a semblé qu'il était important qu'on puisse voir dans quelles conditions il serait possible de travailler avec la communauté regroupée dans AICA France et AICA International, la communauté des critiques d'art, pour travailler au sein de ces institutions absolument formidables qui sont en France les écoles d'art. Et il me semblait que c'était essentiel de poser régulièrement un certain nombre de questions à votre communauté, mais aussi globalement aux artistes, aux chercheurs, aux historiens d'art, aux collectionneurs, aux marchands, un certain nombre de questions sur le travail essentiel qu'a toujours tenu la critique d'art depuis de nombreux siècles. Et aujourd'hui, il me semble important à la Villa Arson, qui a la spécificité d'interroger en permanence la question de l'art, à la fois dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la création, dans le domaine de la diffusion, dans le domaine de la démocratisation culturelle. Il semblait extrêmement important que nous puissions accueillir ce type de colloque. Donc pour moi, c'est le premier colloque que nous organisons, puisque notre volonté, c'est de pouvoir régulièrement, à la Villa Arson, avec l'AICA et l'AICA International et d'autres institutions, nous permettre de travailler sous forme d'un colloque et de travailler, bien évidemment, avant et après le colloque, à la fois sur les questions qui sont liées au travail du colloque, c'est-à-dire sa préparation avec un comité scientifique, mais aussi après le colloque sur la question de la publication. Et je pense que, effectivement, à la Villa Arson, nous avons aujourd'hui réussi avec un calendrier extrêmement serré, puisque c'était un peu une initiative de conversation au restaurant, précisément à l'Alcazar à Paris, d'avoir une réactivité de la communauté, et c'était absolument formidable, puisque nous avons publié l'appel à participation et à communication relativement tardivement, c'était au mois de juin, et nous avons eu, juillet même, oui, nous avons eu plus de 50 réponses. Bien évidemment, nous n'avons pas pu accueillir les 50 réponses, donc nous avons, avec le conseil scientifique, sélectionné un certain nombre de communications qui nous semblaient pertinentes par rapport à un sujet qui est un sujet important pour la Villa Arson, c'est la question de la performance. La performance sur la Côte d'Azur précisément, et c'est un travail de recherche qui a été entamé maintenant il y a 3 ans, qui a fait l'objet de l'élaboration d'un travail complexe pour inventorier, si je puis dire, une scène spécifique, une scène artistique spécifique sur la Côte d'Azur par rapport à la performance. Ce travail a fait l'objet, bien évidemment, d'une exposition et a fait l'objet de l'élaboration d'une base de données sous forme d'un site internet qui prochainement sera abouti ou quasi abouti, et on vous en parlera.
Donc la performance est une question qui me semblait bien évidemment extrêmement intéressante en termes de questions par rapport à la communauté des critiques d'art. C'est bien évidemment souvent perçu comme un élément accessoire par rapport à l'œuvre de l'artiste. Et il était intéressant sur la question de la performance sur la Côte d'Azur de s'interroger sur toutes sortes de formes et toutes sortes de topographies par rapport à la Côte d'Azur bien évidemment, mais aussi par rapport à d'autres scènes qui sont des scènes parisiennes, des scènes californiennes et d'autres lieux dans le monde, bien évidemment dans la situation, si je puis dire, de l'art contemporain plutôt que dans l'art moderne, puisqu'on fait plutôt un travail de critique d'art qu'un travail d'anthropologie. Voilà. Je voudrais donc, pas trop prendre la parole, simplement vous dire que nous avons reçu une aide précieuse pour l'organisation de ce colloque de la part du ministère de la Culture, de la Direction Générale de la Création Artistique. Nous avons reçu le soutien, et nous recevons régulièrement le soutien d'un certain nombre de partenaires institutionnels, comme le Conseil Général des Alpes-Maritimes, qui a financé la recherche autour de l'exposition, mais aussi bien évidemment a soutenu l'organisation de ce colloque, le Conseil régional, la ville de Nice, l'Assemblée nationale qui a participé également au financement de cette recherche, et bien d'autres partenaires qui, en mettant à disposition un certain nombre de leurs éléments, nous ont permis d'organiser ce colloque, et je tiens à les remercier. Bien évidemment, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe d'AICA France, également bien évidemment les membres du conseil scientifique, et la mobilisation de toute l'équipe, de toutes les équipes de la Villa Arson qui ont œuvré pour que ce colloque se passe dans les meilleures conditions. Et sachez que tous les jours, cette équipe travaille sur les questions qui sont fondamentales pour la Villa Arson, c'est-à-dire l'art, les artistes, la création, les publics, mais aussi sur le développement d'un certain nombre de questions qui sont liées à la recherche. Et je tiens à remercier toutes ces équipes de la Villa Arson et je vous souhaite un excellent colloque. Bon travail. Merci Jean-Pierre. Là c'était juste clapping, hommage à mon ami qui est mort, Giuseppe Chiari. Ça c'était un intermède de Michel Giraud. Alors merci, je vais peut-être d'abord enclencher le PowerPoint. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il n'est pas possible de baisser la lumière parce qu'on voit très peu les images. Alors merci encore à Jean-Pierre Simon, merci à Éric Mangion. Jean-Pierre vient de l'évoquer, le projet de ce colloque est né d'une conversation au restaurant. Et effectivement, je suis très heureux qu'en très peu de temps, on ait pu arriver à ce résultat. Et j'espère que vous serez tous heureux et que le résultat sera concluant. Voilà, je suis confiant. Et donc, je voudrais d'autant plus remercier la Villa Arson que l'AICA a si peu de moyens. L'AICA va bien, mais l'AICA a si peu de moyens que, effectivement, sans le soutien financier de la Villa Arson, nous n'aurions jamais pu monter un tel colloque. D'ailleurs, si vous aviez un peu de monnaie... Voilà, on va faire passer un chapeau à la fin de la séance. Je voudrais remercier donc
outre Jean-Pierre Simon, Éric Mangeon, Michel Monnier, qui a fait un travail formidable pour notamment le catalogue, enfin le livret que vous avez dans les mains, de présentation du colloque, et puis pour toute cette coordination, ainsi qu'Alexia Nicolaïdis. Merci à tous ceux dont je ne connais pas le nom ou que je n'ai pas encore rencontrés et qui ont œuvré pour l'organisation de ce colloque. Je veux souligner le plaisir d'une collaboration absolument intelligente et subtile, généreuse humainement aussi. Et donc ce ne sont pas des mots formels. J'ai le bonheur de vraiment les prononcer dans cette école, ce très haut lieu de l'école et centre d'art, très haut lieu de la formation et de la création contemporaine. Et j'adresse un clin d'œil aux étudiants qui sont dans la salle, ainsi qu'aux enseignants. En tant que président de l'AICA France, je suis fier de notre partenariat et je suis fier aussi de l'ouverture que nous avons mise en place avec cet appel à communication incitant les chercheurs, les critiques d'art, qu'ils soient membres de l'AICA France, de l'AICA International ou qu'ils ne soient pas encore membres de l'organisation. Merci aussi à tous ceux qui ont répondu à cet appel. Nous avons reçu, comme le disait Jean-Pierre, plus d'une cinquantaine de projets de qualité. Il n'a pas été simple de choisir. Et merci aussi à nos intervenants. Alors, je veux remercier tout spécialement Glenn Phillips et Rebecca Pibodi, qui sont là dans la salle. Glenn Phillips est curator au Getty Research Institute et Rebecca Pibodi est chargée de recherche au Getty Research Institute, s'occupe de la recherche. Getty Research Institute à Los Angeles, où j'ai vécu certains des moments les plus forts et les plus heureux de mon parcours de chercheur. Je les remercie d'avoir fait ce long voyage depuis la côte ouest, et je sais en particulier que Glenn avait énormément de voyages auparavant, donc il a fait beaucoup d'efforts pour être des nôtres aujourd'hui. Et je remercie, alors si les élections tournent mal aux États-Unis, vous saurez peut-être où vous réfugier. Et je voudrais remercier aussi Andrew Perchouk, qui n'a pu, lui, se joindre à nous, qui avait aussi énormément de voyages prévus très à l'avance. Alors, je crois qu'il est d'autant plus intéressant et pertinent que notre colloque ait lieu ici, à la Villa Arson, à Nice, que Nice est une ville frontière. Nice, c'était l'Italie, il n'y a pas si longtemps encore, jusqu'en 1860, je crois. Et si les lieux ont une importance, et certains d'entre vous le peintront aujourd'hui et demain, alors il est heureux que nous puissions traiter de la performance comme art, et comme un art qui se joue des frontières, entre les pratiques notamment, dans une ville où la notion de frontière revêt une importance historique. Alors, je voudrais vous présenter très brièvement le programme de manière synthétique et en même temps avec quelques commentaires. Alors, nous avons organisé des interventions en session dont les titres sont forcément très relatifs, vos communications, défient parfois les catégories et auraient pu s'inscrire dans l'une et l'autre des sessions que nous avons conçues, mais disons qu'elles permettent de structurer un petit peu ces journées avec quelques repères. Alors nous avons une première session, qui sera en fait la deuxième après cette session d'ouverture, intitulée « Définition et statut de la performance ». Alors après cette première session d'introduction, donc, qui se terminera en fait par le déjeuner, par la visite de l'exposition sous la conduite des curateurs, Éric Mangeon et Cédric Maurice-Kelly. Nous commencerons par nous interroger sur la définition et le statut de la performance avec Hubert Besacier, qui avait conçu avec Orlan le festival de performance à Lyon, de 1978 à 1983. Et donc Hubert Besacier qui reviendra sur l'équivoque du terme performance. Je pense qu'on y reviendra beaucoup, peut-être au cours de ce colloque. Sur la différence entre acteur et actant, et sur le reflux du phénomène historique de performance. Cette historicité, Patricia Brigham nous propose de l'aborder en nous demandant si elle ne transforme pas les documents en monuments. Toute réflexion sur l'histoire, effectivement, peut tourner un petit peu en fétichisation du document et des sources. Le premier document de l'histoire de l'art, c'est l'œuvre, évidemment. Or, il est évident, il est manifeste que nous fétichisons les œuvres d'art. Alors, dans le cas de la performance ou de l'art-action,
l'œuvre correspondant à un statut particulier, un statut ambigu. On a bien souvent reproché à la performance de n'être que trace, comme si toute l'histoire de l'art ne commençait pas avec ce mythe fondateur qu'est l'enregistrement d'une trace, celle que trace la fille de Dibutades, le potier, pour garder une trace de son amant avant son départ pour un très long voyage. Alors, la performance, un art de la trace, nous savons qu'elle est bien plus que cela. A-t-on reproché aux anthropométries d'Yves Klein de n'être que des traces? À ce propos, la performance serait-elle juste de l'art exécuté en public? On se demandera, avec Lin Yin Tsai, quelle est la relation de la performance au symbolique, notamment dans le contexte de la Chine contemporaine. Nous passons ensuite à la troisième session, exposition et performance de la performance et statut de l'objet, avec Damien Hérault, qui sera interprété par Géraldine Gourde. Nous nous intéresserons davantage au caractère éphémère de la performance, à la difficulté de son archivage. Difficulté que la performance surmonterait en intégrant son archivage dans des processus comparables à ceux de l'exposition. Virgile Delmas, dans le point de départ et la relation de Fluxus à la photographie, nous invitera à nous pencher sur le rapport de la performance au musée. Évidemment, le rôle du musée est mis en cause par la performance qui le défie, qui le défiait. Mais aujourd'hui que les musées ne veulent plus ignorer cette histoire de la performance, comment lui faire place? La photographie, quand elle devient image fantasmée, renvoie à cette fétichisation du document et de la construction de l'histoire. Et c'est précisément de cette fétichisation, de ce risque qu'elle implique de voir la mémoire se figer, en perdant son sens originel, que Liliana Coutinho traitera en interrogeant la possibilité de réduire l'écart entre objets et événements, mise en scène et communication, et en s'appuyant sur la manière dont les artistes choisissent de documenter leur performance. Au cours de la journée, Michel Giroux, peintre oral et tailleur en tout genre, nous réserve quelques interventions minutes papillon qui exposeront sa lecture de l'histoire de la performance. Et à l'issue de ces sessions, nous aurons posé quelques bases de notre réflexion. Nous aurons fait un tour rapide de notre objet et nous pourrons passer à d'autres enjeux de la performance. Alors ce soir, nous irons au musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain, où nous dînerons sur place après la visite de l'exposition, enfin, une visite assez rapide, et nous y serons accueillis par Gilbert Perlin, qui en est le directeur. Vendredi 26, pour les sessions 4 et 5, nous aborderons la performance du point de vue du genre, de la politique et des différences de contexte. David Zerbib fera le lien entre les deux journées en nous invitant à réfléchir à la dissolution culturelle de la performance au moment où son histoire se construit. Et nous aborderons au cours des sessions 4 et 5 la question incontournable et souvent évitée en France du féminisme, qui appelle aussi celle du genre. Calliope Papadopoulos nous proposera d'aborder ce point de vue à partir de témoignages recueillis auprès d'artistes chinois en considérant l'importance du contexte politique dans le choix de la performance comme moyen d'expression. Nous verrons avec Glenn Phillips que les hommes ont aussi participé au mouvement féministe et qu'ils en ont été influencés. À partir de l'exemple d'une performance récente d'Andrea Fraser que Glenn Phillips a lui-même programmée dans le cadre du programme Pacific Standard Time à Los Angeles, Géraldine Gourde soulignera l'importance du contexte, la Californie du Sud en l'occurrence, et son impact sur les enjeux éthiques et esthétiques de la performance. La 5e session nous permettra d'approfondir ces questions à travers des études de cas. Celui de Walt Van Beek, artiste belge, avec Isabelle de Vicher-Lemaître, celui de l'artiste américaine Cara Walker, avec Rebecca Pidley, et ceux des Irlandais Shane Cullen et Alistair McLennan, avec Liam Kelly. Pour la session 6, et pour conclure cette première phase du colloque, de l'artiste au spectateur comme archive, avec Melly Britt et Sandrine Mills, nous considérons les artistes comme les archives vivantes de leur pratique. Et si c'est valable pour toute pratique artistique, c'est encore plus essentiel pour la performance, dont l'histoire est faite de témoignages,
comme vous pouvez le voir et l'entendre dans l'exposition ici même, sur le site performance-art.fr. À partir de l'exemple de Tino Segal, Viviana Cravallo nous proposera le revers de cette approche en nous suggérant de considérer cette fois le spectateur comme archive vivante, ce qui nous renvoie au célèbre mot de Duchamp. J'ai un peu oublié mes images. Et à propos du genre, je voulais montrer ce clin d'œil à Orlan, bien sûr. Je suis un femme et une homme. Un peu difficile pour la traduction, mais disons qu'on peut dire I am she male and he female. Voilà. Et donc, je parlais du chant dont la tonsure, la célèbre tonsure, jalonne à peu près toutes les histoires de la performance. Alors, après un débat, donc demain soir, nous terminerons cette journée par un circuit Botox, une visite de la galerie Marine, pour y découvrir l'exposition des diplômés de la Villa Arson. Puis nous nous rendrons à la station, espace alternatif où Botox vous offrira à dîner. Alors, je laisse Éric Mangion présenter la troisième journée, qu'il a spécialement conçue en relation plus étroite avec l'exposition. Et puisque nous vivons en ce moment dans un monde plutôt dur et triste, plutôt désenchanté, je voudrais finir par évoquer très brièvement et pour le plaisir la dimension humoristique de la performance, qui est souvent peu considérée au regard de sa dimension tragique ou violente. Alors pourtant, quand Ben jette Dieu à la mer, ou quand Serge III fait de l'autostop avec un piano sur la Nationale 7, direction Paris, ou quand Gilbert Georges joue les sculptures vivantes en chantant, ou encore quand Paul McCarthy, en Pinocchio, entretient une Twingo à une station-service, près d'ici, la performance, par ses gestes pleins d'une poésie qui n'est pas dupe, et se joue de l'absurde, réenchante aussi le monde. Allez, un petit peu. Merci. Quelques secondes d'intermède, quelques secondes. C'est un hommage à quelqu'un de l'art action poésie de 1893. Il n'est connu, il est très peu connu, il s'appelle Pierre Mille, et il a créé en 1893 le poème le plus court de la langue française, O, avec un commentaire de 15 pages. C'est le poème performance le plus radical jamais produit in Francia, made in France. Pierre Mille, qui appartenait aux utistes, bien sûr, aux incohérents, Éric Satie et compagnie. Pierre Mille. Merci Michel et merci Raphaël. Donc j'enchaîne sur la présentation du programme du colloque avec cette troisième journée consacrée uniquement à la parole des artistes qui font partie de l'exposition en cours à la Villa Arson. Il nous a semblé important en effet que cette troisième journée de colloque et que la conclusion de l'exposition qui se termine le lendemain soit donnée aux artistes qui ont participé à cette aventure. Donc cette journée sera divisée en deux étapes. Premièrement, le matin, avec cinq interventions, Guignols Band, Jean Masse, Elisabeth Morcelet, Sophie Tam et Olivier Garcin, qui donc vont développer chacun un projet dont le résumé est dans ce programme écrit. Puis une pause à midi, et l'après-midi est consacré à un débat avec d'autres artistes de l'exposition, non seulement autour des propos qui vont être développés pendant ces 2 jours de colloque, mais aussi sur la recherche et l'exposition que nous avons menée depuis 5 ans. Donc voilà, il était capital pour nous, formellement et symboliquement, de terminer ce colloque et l'exposition et tout le programme de recherche sur cette parole donnée aux artistes. Voilà, maintenant pour en venir à la recherche en tant que telle, juste prendre quelques minutes pour vous rappeler un petit peu son histoire et sa genèse. Comment elle est née? En fait, tout est né en 2006-2007. Une volonté de mener une étude, à l'époque c'était pas encore une recherche, sur ce territoire de la Côte d'Azur, hors de ces clichés habituels. Donc, ces clichés habituels sont cette image bling-bling que la Côte d'Azur
véhicule. C'est aussi sa récurrence permanente à l'école de Nice, sortir de ce registre unique de l'école de Nice, et puis aussi voilà, donner une fois de plus la parole à des artistes expérimentaux, à des formes différentes qui traversent les époques et les générations. Ce projet est né aussi d'un contexte qui dépasse la Côte d'Azur, qui est un contexte global, qui est celui du début, milieu des années 2000, d'un regain d'intérêt sur la pratique de la performance, mais surtout sur l'étude de la performance. Donc voilà, ces deux paramètres, un purement local et un paramètre global et international, ont fait naître ce projet de recherche. Alors au début, les informations étaient pour moi très floues. Alors évidemment, je connaissais l'aventure Fluxus, évidemment, je connaissais ce qu'avaient fait les nouveaux réalistes. Je connaissais aussi le travail de certains activistes, artistes activistes, dans les années 70-80, de Garachan-3 ou Calibre 33. Je connaissais aussi l'aventure des lettristes au festival la présence des lettristes au festival de Cannes en 51 et 52, mais j'étais loin de me douter que, au-delà de toutes ces aventures, ces 60 ans de création et d'art-action qui allaient voir le jour comme ça, à travers la recherche que nous avons menée. Donc, dès 2007, une fois que tout cela a été en place, il a fallu lancer cette recherche, donc qui a duré pendant 5 ans, qui a été prise en charge à partir de 2009-2010 par Cédric Maurice-Kelly, à qui je vais donner la parole dans quelques minutes, et qui a permis l'aboutissement d'une base de données mise en ligne depuis le mois de juin-juillet, les deux expositions qu'on ira visiter ensemble tout à l'heure, d'une publication qui est distribuée, et puis d'un cycle d'actions, de performances qui ont été menées sur la Côte d'Azur pendant tout l'été, au mois de juillet et septembre, en association avec le réseau Botox, qui est un réseau qui fédère tous les lieux d'art contemporain, la plupart des lieux d'art contemporain de la Côte d'Azur. Je reviens sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, j'insiste là-dessus. Cette recherche a été possible, évidemment, grâce à une équipe, grâce à l'investissement aussi de tous les artistes impliqués dans cette aventure, mais elle a été possible par le soutien constant du Conseil général. Je répète un peu ce que dit Jean-Pierre, mais pour nous, ça a été vraiment capital. Une collectivité territoriale s'engage comme ça sur 5 ans, malgré les doutes et les interrogations sur cette recherche, et ce qui a permis de voir le jour. Il y a une autre collectivité territoriale, c'est la région, qui est le Conseil régional Provence-Côte d'Azur, qui s'est engagé à partir de 2010 à nous aider sur le plan de numérisation que nous avons mené. Croyez-moi, c'était absolument utile de le faire. Et puis enfin, l'Assemblée nationale, qui a permis notamment la réalisation de l'édition qui est distribuée au sein de l'exposition. Voilà, ce sont tous ces éléments, travail de recherche, soutien, engagement des artistes qui ont permis, au bout de 5 ans, de voir la réalisation de tous ces éléments.